sur le... Voilà, l'enregistrement est lancé. Bien, nous allons pouvoir démarrer. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Je me présente rapidement. Je suis Stéphane Roy, je suis psychologue, psychothérapeute et directeur adjoint de l'Institut Mimetis. Alors, au nom de tous de l'Institut, encore une fois, nous vous remercions de votre fidélité, de votre participation, et de même que pour vos petits mots, vos mots d'encouragement que nous envoyez à poursuivre ces rendez-vous, à poursuivre ces webinaires. Et évidemment, je rappelle aussi que l'Institut Mimetis continue bien évidemment à assurer les formations, pour assurer dans un souci de continuité. Et puis, on continue, comme on l'a toujours fait, à s'adapter aux mesures, aux contraintes, même si, évidemment, les choses se libèrent, ce qui fait du bien à tous de ce point de vue-là. Pour en savoir plus sur nos formations, nos activités, n'hésitez pas à consulter notre site Internet, à rentrer en contact directement avec nous. Ce sera un plaisir de pouvoir échanger à ce sujet. Aussi, je vous rappelle que notre prochain congrès aura lieu du 15 au 18 juin 2022. Évidemment, à cause Covid, il a été reporté, voilà, et les nouvelles dates sont fixées du 15 au 18 juin. Et comme prévu, il se déroulera toujours au Palais des Congrès de La Baule et aura pour thème, sidération, effondrement, renaissance, de la résilience à la croissance post-traumatique. Je crois que ça tombe très bien en lien, sans transition, avec le thème du webinaire de ce soir. Vous pourrez bien sûr retrouver le pré-programme du congrès sur le site de l'Institut à la rubrique congrès. Et puis voilà, donc pour les informations. Maintenant, je vous propose d'en venir à notre sujet du jour, et puis nous allons accueillir nos deux intervenants qui vont intervenir sur un thème riche qui laissera évidemment personne indifférent et qui suscite déjà, j'en suis sûr, plein de questions et d'interrogations, à savoir la résilience, peut-on s'en sortir tout seul? Donc c'est donc avec plaisir que nous accueillons le docteur Emmanuel Contamin. Emmanuel est psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute, il est formateur et auteur. Je me permets, on profite voilà, d'afficher la couverture de son dernier ouvrage qui s'intitule Les 5 cercles de la formation. Je tenais à vous le montrer. Voilà, partager, que vous pourrez retrouver aux éditions Larousse, si je ne me trompe pas. Donc, les 5 cercles de la résilience, prendre soin de soi, des autres et de la planète. Tout est lié. Voilà. Et puis, bien sûr, pour accompagner avec Emmanuel, le docteur Éric Bardot. Donc Éric, vous le connaissez bien, il est psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute, directeur de l'Institut Mimetis, il est le concepteur et le développeur de la thérapie du lien et des mondes relationnels. Donc, comme d'habitude, Éric et Emmanuel vont intervenir environ une heure sur le thème, et puis dans un deuxième temps, nous laisserons place à vos questions, que je relayerai avec grand plaisir, et ce jusqu'à 20h. Voilà, donc n'hésitez pas à poster vos questions sur le chat qui est à droite de votre écran. Et puis bien sûr, comme d'habitude, le webinaire, il est enregistré, donc vous pourrez le voir, le revoir sans aucun problème sur la chaîne YouTube de l'Institut Mimetis. Voilà, donc moi je vous souhaite un bon webinaire, je vous dis à tout à l'heure, et je laisse maintenant la parole à Éric et à Emmanuel. Voilà, je vous laisse la parole, messieurs. Merci, à tout à l'heure. Bien, bonjour Emmanuel. Quand tu m'as proposé ce titre, La résilience, peut-on s'en sortir tout seul, après avoir écrit ton livre sur les 5 cercles de la résilience, que j'ai lu avec attention, je dois dire que ce titre, j'y suis sensible au moins pour 2 raisons, si tu me permets. La première, c'est qu'ils sont toutes les deux liées à mon histoire, puisque je viens d'une famille de fondeurs. Et il faut savoir que la résilience, comme tu le sais, est un terme qui vient de l'industrie
l'industrie primaire, et que la pièce de fonte a ceci de particulier, c'est que si on fonde de la fonte et qu'on fait une pièce avec de la fonte pure, au moindre choc, elle casse. Et donc, on est obligé d'utiliser divers procédés, comme celui qui était utilisé donc, dans la fonderie que mon père dirigeait, qui était d'introduire du graphite dans la fonte, et qui donc rendait la fonte impure, mais qui permettait en retour de faire en sorte que les pièces résistent au choc. Alors, quand j'ai découvert dans le travail de Bowlby le concept de résilience, et puis comme tu le sais, comme Boris Cyrulnik a popularisé le concept de résilience en France, ça m'a intéressé parce que l'histoire familiale dont je viens est aussi imposée toujours chez moi, et ce qui m'a amené d'ailleurs à devenir psychiatre et de développer tout ce que je fais sur la question de est-ce que, parce on se développe dans un monde traumatique, on est condamné à la survie, à l'enfermement victimaire. Toute mon histoire a été de dire non, je crois, même si c'est tardivement que j'en ai pris conscience, mais de dire non à cet enfermement victimaire, dans le sens où, pour moi, l'idée même d'être condamné à cet enfermement est pire encore que toutes les épreuves qui ont pu être traversées. Et en ce sens, elle amène effectivement sur cette question centrale hein, de ce qu'est la résilience. Et aujourd'hui, ce que je vais te proposer, c'est d'en donner une définition de ce que c'est la résilience et de la question de est-ce que ce parcours de résilience est un parcours qu'il s'agit comment dirais-je moi, de faire seul, ou est-ce que tout seul, ou est-ce que c'est justement dans les liens qu'il va être possible justement de rentrer sur ce processus de résilience. Alors peut-être que tu pourrais, tu vois, pour amorcer, hein, peut-être que je pourrais te proposer de nous donner, la définition à laquelle tu t'accroches, et peut-être aussi dire quelques mots de qu'est-ce qui a amené chez toi cet intérêt aussi pour tout ce qu'est le travail autour du trauma et de la résilience dans ton parcours. Oui, merci Eric. Bonjour à tous et à toutes. C'est vrai que pour dire un peu plus personnellement ce qui m'a amené, c'est depuis que j'ai travaillé avec le MDR et les thérapies du psychotrauma, c'est vraiment quelque chose qui a complètement renouvelé ma pratique, l'a rendue très gratifiante. Et d'être témoin de parcours de résilience chez mes patients, c'est quelque chose qui m'a souvent beaucoup ému et touché. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, enfin, je vais te donner la définition de la résilience et puis après, j'en dirai un petit peu plus. Oui. J'aime bien la définition du Centre de la résilience de Stockholm qui dit que la résilience, c'est la capacité d'un système. C'est d'emblée cette perspective systémique, que ce soit un individu, une famille, un groupe social, une organisation, un écosystème, à se préparer à des chocs, à y résister et à s'adapter pour reprendre un nouveau développement. Donc, il y a l'aspect systémique et puis il y a l'aspect des trois phases de la résilience, la préparation, la résistance au moment du choc et puis, comme le dit bien le titre du congrès, la capacité de reprendre une croissance post-traumatique. Donc, l'histoire du livre, c'est que pour moi, la pandémie, ça a été quelque chose de très intéressant. Ça a été un choc qui nous a poussé à réfléchir. Il y a eu sur les réseaux sociaux ce petit dessin humoristique qui était très fort, où la Terre disait à l'homme, va dans ta chambre et réfléchis.
Et finalement, on savait qu'on allait au-delà des limites de la planète, on savait qu'on mettait en danger la biodiversité. C'est un petit peu comme si cette réalité nous avait été mise devant les yeux, nous était rendue sensible. Et donc, je pense qu'il y a une opportunité à ne pas manquer de réfléchir à notre résilience, pas seulement individuellement, mais dans nos liens familiaux, sociaux et à l'ensemble de notre écosystème. Oui, et avant d'aller peut-être plus loin, peut-être que ça me semble-t-il, nécessite de questionner le concept de résilience tel qu'il est sur la place publique aujourd'hui et qui me semble-t-il, contient trois positions à questionner. Donc, comme tu l'as dit et comme on se l'est dit, hein, le processus qui va réamorcer une transformation, un changement de vision et une croissance, donc amener un nouveau développement. Mais tu sais aussi que il y a aussi cette voie qui fait de la résilience une valorisation comme une hyper-adaptabilité, donc quelque part comme si c'est dans la survie, je suis encore plus en contrôle, on pourrait dire Robocop, Superman. Et puis, il y a cette troisième idée qu'a développée Thierry Ribaud récemment contre la résilience, où il dénonce l'utilisation du concept de résilience comme quelque part l'instrumentalisation de ce concept comme une technologie du consentement, c'est-à-dire en prenant l'exemple de Fukushima, c'est-à-dire ça permet délibérément de faire des catastrophes et de dire bah, de toute façon, on peut faire toutes les catastrophes puisque de toute façon, il y aura toujours des gens pour s'adapter. Donc, continuons à mettre en œuvre des systèmes qui peuvent provoquer des catastrophes. Il y en aura toujours qui s'en tireront. Et je me dis que effectivement, peut-être que déjà, ça pose la question du positionnement par rapport à ce concept de résilience. Est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Ben oui, d'abord sur l'aspect de l'hypercontrôle ou du Robocop ou du survivant durci. C'est vrai que c'est tout à fait opposé à ce qu'on décrit chez les personnes résilientes, chez qui, au contraire, c'est un processus qui s'accompagne d'une plus grande ouverture relationnelle, d'une plus grande compassion, d'un approfondissement des valeurs fondamentales et en particulier d'une réévaluation de la qualité des liens qu'on a avec notre environnement en privilégiant les liens qui ont le plus de profondeur d'humanité. Et puis sur l'aspect effectivement de l'instrumentalisation de concept de résilience pour mettre toute la charge de responsabilité sur les individus, pour s'adapter à des conditions de travail inacceptables ou pour accepter une mise en danger de l'environnement. Je trouve que cette vision systémique de la résilience permet justement de contrer ce risque-là dans la mesure où on développe la conscience que la résilience ne peut s'inscrire que dans un système social lui-même résilient et dans ce que maintenant les écologues appellent un socio-écosystème résilient, puisque même quand on travaille par exemple sur la résilience des récifs coralliens ou des forêts primaires, on est obligé de penser tous les systèmes sociaux qui sont autour et qui font que les collectivités humaines vont être motivées et impliquées pour préserver ce contexte qui est la base même de leur survie. Est-ce que lorsque tu parles justement d'une vision systémique de la résilience, est-ce qu'on pourrait dire, c'est une question que je me pose, si en fait le psychotrauma, qu'il soit
surtout quand il prend une dimension complexe, quand il prend une dimension de monde traumatique. Est-ce que quelque part, justement, il ne se construit pas sur, je veux dire, une intention et une volonté humaine de, de réduire justement la dimension écosystémique et la dimension systémique, et dans une, j'allais dire, dans une intentionnalité d'appropriation et en fait d'altération des liens. Est-ce que je peux dire ça? Ben oui, c'est sûr que si on est dans une logique purement centrée sur l'individu, sur finalement cette pulsion de consommation, de prédation, d'appropriation, il y a une négation de tout ce qui est vivant autour, que ce soit les liens aux proches ou que ce soit le lien au reste du monde vivant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup redécouvert actuellement, mais qui était déjà très présent dans les mentalités qui est toujours très présent dans les mentalités des peuples premiers qui restent encore présents sur cette planète. C'est la conscience de notre profonde interdépendance et de la façon dont les liens au monde naturel sont une ressource fondamentale, pas seulement matérielle, mais existentielle. C'est une ressource très importante pour notre épanouissement, pour notre capacité d'émerveillement et pour notre capacité de résilience aussi. Oui. Alors, c'est important lorsque, me semble-t-il, tu parles de conscience de notre profonde interdépendance, euh, euh, car me semble-t-il, ce qui rend les choses complexes, c'est que cette profonde interdépendance euh, me semble être quelque chose de caractéristique de l'humain, c'est-à-dire l'appartenance et l'être ensemble. Et toute la question, c'est que cette appartenance et l'être ensemble, elle est à la fois dans le lien et l'interconnexion, et à la fois sur les constructions humaines à partir de ces liens. Et l'ennui, là, je peux parler à travers l'histoire des patients, mais aussi à partir de ma propre histoire, c'est que l'interconnexion, elle existe, et l'interdépendance, elle existe aussi dans le monde traumatique. Et que ce qui est compliqué à ce moment-là, hein, quand on prend une famille dans la maltraitance, c'est que les liens, ils sont aussi puissants dans une famille dans le monde traumatique que dans une famille qui est dans un attachement sécure. Ils vont s'exprimer par la maltraitance, ils vont s'exprimer de manière dysfonctionnelle, mais il n'empêche que cette interconnexion et cette interdépendance, elle existe, et que c'est bien toute la question, me semble-t-il, de la difficulté à comment transformer des liens qui vont s'exprimer sur le mode de la maltraitance à des liens qui vont s'exprimer en direction d'un attachement sécure. Est-ce que je peux dire ça? Oui, c'est vrai, ce que tu dis est très juste et très important, c'est-à-dire que la principale ressource de résilience, c'est la sécurité de l'attachement. C'est le principal facteur médiateur qui fait que face à un choc, certaines personnes vont avoir un stress post-traumatique et d'autres ne vont pas l'avoir. Et une des définitions de l'attachement sécure, c'est qu'il permet d'articuler, comme le dit bien Julien Bedbez, l'autonomie et le lien. J'ai une confiance en moi, une image de moi suffisamment solide pour ne pas dépendre du regard, de ma place parmi les autres, et je suis capable en même temps d'engager des liens, de faire confiance avec discernement, de rester moi-même tout en étant dans le lien. Donc,
c'est vrai que ce que je trouve le plus terrible chez les personnes qui ont eu une enfance maltraitée, c'est la persistance de ces liens internes d'auto-maltraitance. C'est-à-dire quand les personnes ont introjecté ce qu'on appelle des parties qui imitent l'agresseur, ou des introjects, enfin selon les différentes théorisations, ils continuent de l'intérieur à leur redonner des messages toxiques, fais que de la merde, tu t'en sortiras jamais, fais pas le malin, te crois pas mieux que tu n'es, etc. Donc, on voit bien à quel point il y a des liens d'emprise psychiques qui ont été inscrits par l'aspect traumatique dans un moment de très grande dépendance de la petite enfance, qui sont vraiment un petit peu les nœuds les plus durs et les plus essentiels à dénouer dans les thérapies de ces personnes. En même temps, quand je t'entends, là encore, si je fais appel à ma propre expérience, et ça pose la question justement sur la résilience, peut-on s'en sortir tout seul? La question est, me semble-t-il, à deux niveaux. C'est qu'est-ce que j'ai vécu? Et à partir de ce que j'ai vécu, qui peut entendre dans l'environnement? Qui peut entendre dans une relation d'écoute qui va activer, et de réception qui va activer justement le lien d'attachement et le lien sécure. Et ce qui me semble important dans ce que tu as dit et que je vais souligner, c'est que il me semble que justement l'expérience du lien sécure, elle est dans la capacité de l'autre à recevoir l'expression de la dimension inhumaine ou déshumanisée dont l'humain est capable. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est qui permet d'activer, me semble-t-il, à travers cette relation, la confiance dans le fait. Et probablement, et je me dis que c'est probablement ce qui active le processus de réhumanisation, c'est la confiance dans le fait que l'appartenance de l'humain vient quand cette confiance dans le fait que l'autre en tant qu'humain accueille et soutient et accompagne, et c'est cette confiance-là que ça redevient possible, ou que ça devient possible, ou que ça à nouveau possible, qui va, me semble-t-il, faire la base et être au fondement même de l'activation du processus de résilience en termes je veux dire, de capacité à nouveau à se déployer dans le monde des humains. Oui, tout à fait. On peut sortir du trauma que dans un lien d'attachement et le thérapeute a un rôle majeur en tant que tuteur de résilience et aussi pour aider les patients à trouver d'autres tuteurs de résilience, à renforcer, à valoriser tous ces liens qui sont souvent déjà là, mais plus ou moins solides. Et je pense aussi à des tuteurs de résilience au-delà de l'humanité, auxquels on ne pense pas toujours, qui sont parfois des animaux, qui pour certains patients sont extrêmement importants, un chien, un chat, un cheval, parfois même la connexion au monde naturel pour certains patients reste un petit peu la seule base quand ils ont l'impression qu'ils peuvent faire confiance à personne dans l'humanité. Et la dimension aussi transcendante et très précieuse, il y a souvent des points d'appui sur des figures ressources, finalement des tuteurs de résilience spirituelle qui sont très importants pour certains patients. Oui, et lorsque tu fais référence à la nature, lorsque tu fais référence aux animaux, est-ce que ça n'est pas à ce moment-là
plus que l'animal en soi ou la nature en soi, est-ce que c'est pas rejouer la singularité de la relation d'attachement dans sa dimension du lien humain euh, euh, à travers l'animal ou à travers un élément de la nature. Et là, si je fais le lien avec cette dimension des figures ressources spirituelles et de cette transcendance dont tu parles, est-ce que l'on ne pourrait pas dire que justement ce qui fait le principe du vivant dans le monde des humains, c'est justement de pouvoir vivre, de pouvoir vivre, comme l'a décrit d'ailleurs Bowlby, hein, dans une famille qui a un attachement sécure, dans à la fois l'ensemble, hein, qui mène aussi peut-être à l'universel, et en même temps dans la singularité, et que l'un et l'autre sont complémentaires, là où justement, quand on rentre dans des mondes traumatiques ou des traumas complexes, justement, c'est la disjonction qui domine, que cette disjonction, on l'appelle dissociation, ou qu'on l'appelle déni, ou qu'on l'appelle autrement. Oui, ce qui est unifiant, ce qui donne de la sécurité dans l'attachement, c'est le fait de pouvoir me sentir compris, accepté comme je suis et mentalisé, c'est-à-dire que la personne en face de moi cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe de singulier, de profondément personnel à l'intérieur de mon esprit, dans mes émotions. Et c'est cette capacité d'accueil, de compréhension et de compassion qui fait que profondément, mon existence prend une consistance, une valeur et un sens. Et ça, c'est vraiment un moteur essentiel de la résilience. Oui, ce que tu es en train de dire, c'est que le sens, c'est pas un sens en soi, le sens est ce qui vient dans l'expression de la rencontre Oui, avec un autre qui va porter, y compris quand c'est le thérapeute, qui va devenir quelque part, non seulement le thérapeute, mais à travers lui-même ou à travers elle-même, l'expression de la communauté humaine. oui, tout à fait. Dans Moi, sa j'aime beaucoup. dimension universelle, c'est ça. Oui, c'est-à-dire une dimension d'humanité au-delà d'une fonction professionnelle. Oui, Et j'aime beaucoup un livre de Daniel Stern qui s'appelle Le moment présent en psychothérapie, où il dit bien que quand on interroge les personnes qui ont fait un long parcours thérapeutique sur qu'est-ce qui a été important pour vous, elles donnent comme ça des instants et qu'il appelle des moments de rencontre oui. où tout d'un coup, il y a eu quelque chose d'un lien humain fondamental où la personne dit, cette fois-ci, quand il m'a dit au revoir, il m'a serré la main un petit peu plus, j'ai senti dans son regard que j'étais complètement accepté comme j'étais. Voilà. Quelquefois après un moment urgent, d'ailleurs, quelquefois après un moment conflictuel où il y a vraiment un questionnement sur la rupture possible du lien thérapeutique. Et quand ça peut être réparé, quand il y a un réaccordage qui se fait, qu'il y a un moment de rencontre, c'est des moments très précieux de la thérapie. Est-ce que je peux dire, Emmanuel, que justement dans ce moment de rencontre, c'est comme si à ce moment-là, il va y avoir une prise d'initiative partagée, une co-responsabilité de ce moment de rencontre. Oui, c'est sûr qu'il y a toujours, Et qu'en fait, oui, vas-y. oui, il y a toujours une co-responsabilité, mais du point de vue du thérapeute, ce qui est original dans ces moments, c'est qu'il est convoqué à autre chose que j'allais dire une procédure technique. Il peut répondre comme ça dans l'instant que à partir de son fond d'humanité, de la vérité, de son engagement dans la relation. Oui, et ça, c'est. Je te rejoins tout à fait qu'à ce moment-là, il est convoqué à autre chose et que cette autre chose
qu'il y a une technique et que c'est le fond de l'humanité, c'est-à-dire, je dirais que ce fond de l'humanité, c'est l'expression d'une rencontre dans ce qu'elle a de dimension, dans sa dimension authentique, et qui fait, me semble-t-il, qu'à ce moment-là, ce qui va être retissé dans la singularité de chacun, c'est justement cet être ensemble et ce nous, et qui va permettre dans à la fois cet être ensemble et à la fois la singularité de chacun, de pouvoir, je dirais, réaccueillir ou accueillir chacun la personne que je suis. Oui, tout à fait. Et ça me pose une question importante que j'aimerais partager avec toi, c'est que pour se réaccorder avec ce fond d'humanité, la question que je me pose, c'est est-ce que de la position de thérapeute, cela ne nécessite-t-il pas d'être dans l'acceptation inconditionnelle que le monde des humains est capable du meilleur comme du pire? Ben oui, c'est sûr. Moi, j'ai souvenir d'une thérapie avec un homme qui avait une injonction de soins pour le fait de visionner des vidéos pédophiles. Donc, c'est des situations de travail avec des auteurs qui est toujours compliqué parce que les personnes ont beaucoup de honte et n'avancent souvent qu'une petite partie de ce qu'elles font, de ce qu'elles vivent, des fantasmes et des pulsions qui les animent. Et il y a eu un moment très important dans la thérapie où bon, on avait bien avancé, il était a priori stabilisé, et il y a eu un moment de rechute où il a pu me dire qu'il était retombé sur des vidéos pédopornographiques et on a continué à travailler. Puis à la fin de la séance, il m'a dit, ou plutôt la séance suivante, il m'a dit, vous savez, la dernière fois, j'ai vu dans votre regard un éclair de répulsion et heureusement que on avait une bonne relation thérapeutique. Je savais que il y avait cette acceptation radicale qui était là entre nous parce que déjà j'hésitais beaucoup à dire ça et j'ai failli pas pouvoir aller plus loin. Donc j'ai dit bah oui, effectivement, c'est vrai, j'ai eu ce réflexe. En même temps, je sais qu'il y a, il y a tant d'autres choses chez vous et vraiment, je vous assure qu'on peut travailler là-dessus et que je peux ne pas éprouver de rejet ou de mépris pour la personne que vous êtes, pas de ce problème. C'est intéressant ce que tu dis, car je me dis, est-ce que ça n'est pas légitime cet éclair de répulsion? Je dirais même, est-ce qu'il n'est pas nécessaire à ce moment-là? Car la compréhension et l'accueil de l'autre, peut-il se faire s'il n'est pas exprimé l'inacceptable? Oui, oui, tout à fait. Je veux dire, j'ai pas dit, j'aurais pas dû ou j'ai pas ressenti ça. Mais c'est toujours cette capacité à voir la personne au-delà de ses comportements problématiques ou même criminels. C'est la seule base sur laquelle une thérapie peut amener un changement, s'il y a cet accueil, cette acceptation. Oui, tu veux dire que ça nécessite d'aller chercher, quand il n'y a presque plus rien, ce qui est encore de vivant chez la personne et ce qui a encore d'humain. Bien sûr. J'aimerais partager avec toi, Emmanuel, alors de l'autre côté, comme on en est là par rapport à des situations extrêmes, le souvenir d'un jeune Africain qui m'avait été adressé et
qui est arrivé en France d'une manière dramatique après avoir subi dans son pays la violence des conflits entre rebelles et troupes gouvernementales, qui avaient tué sa famille et son frère, et pour lequel, devant ses yeux, et qui en plus était, comment dirais-je moi, avait été lui-même maltraité, torturé, etc. Et quand il est arrivé, il était complètement... en fait, comme il était encore mineur, il avait été confié à un service d'accueil qui me l'avait adressé parce qu'il ne savait plus comment faire avec ce jeune. Et il était arrivé dans mon cabinet complètement dissocié. Et en retour à ce moment-là, je me suis dit à ce moment-là, mais qu'est-ce que je peux faire devant un jeune de 17 ans qui a subi autant d'horreurs et qui, en plus, restait aujourd'hui le seul membre de sa famille. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais le lien s'est fait. Je peux en témoigner à partir de là. Je lui ai dit, écoute, si j'avais été dans cette situation-là du côté ou des rebelles ou des troupes gouvernementales, je ne sais pas si j'aurais pas fait la même chose qu'eux et que j'aurais pas été ton agresseur. Et je lui ai dit, écoute, au nom de l'humanité, je te demande pardon pour tout ce que tu as subi. Et à ce moment-là, c'est là où il a, dans son vécu dissociatif, où il ne me regardait pas du tout, il a eu un regard vers moi, et je peux témoigner que cet échange de regard à ce moment-là, comme si le fait que j'accepte que je ne me mette pas en position du sauveur qui va le sauver, en position de l'être parfait, quoi, si je peux dire comme ça, m'avait rendu crédible à ses yeux. Et ça a été les bases de la thérapie, et ça a été des bases d'une thérapie qui a été très surprenante, car j'ai pu mesurer à quel point sa culture a facilité, ne serait-ce que déjà dans sa culture d'où il venait, l'importance de porter l'histoire de la famille à travers lui, et que d'être vivant, ce n'était pas que lui qui était vivant, mais c'était à travers lui toute l'histoire de la famille, et que c'était lui maintenant qui, en quelque sorte, portait le flambeau. Et ça m'a surpris la vitesse avec laquelle, à partir de là, il a pu sortir de son vécu dissociatif majeur, et qu'il a pu retrouver des capacités de lien, d'activité professionnelle dans lequel il s'est réinséré, parce que à ce moment-là, les gens ont eu la surprise de découvrir que c'était un garçon tout à fait intelligent, et que c'était le vécu dissociatif dans lequel il était qui avait complètement altéré ses capacités d'apprentissage. Oui, peut-être pour rebondir sur cette question des liens d'humanité pour traverser des traumas très graves, je peux partager l'expérience qu'on a depuis plusieurs années à Lyon de groupes de MDR pour des réfugiés qui viennent accompagner avec une personne de l'association qui les soutient, avec qui il y a cette relation justement d'humanité. Et on fait comme ça des séquences de 6 séances hebdomadaires à peu près. C'est des protocoles qui ont été validés par des recherches qui sont vraiment très intéressants et dans la perspective de catastrophes naturelles qui ont même été utilisées en Italie au plus fort de la crise du Covid pour les soignants qui étaient débordés aussi. Et donc, dans ces protocoles, on voit vraiment des personnes qui ont vécu des situations très graves de torture, de guerre dans leur pays, de morts en Méditerranée, dans les bateaux sur lesquels ils ont traversé, qui sont contenus à la fois par le lien proche de la personne de l'association qui les accompagne et par le lien du groupe qui, sans que chacun dise ses propres traumas. On partage sur les ressources dans le groupe, mais pas sur les traumas. Mais ils savent qu'ils ont tous traversé des choses similaires.
Donc, il y a une espèce d'effet de résonance empathique et de contenance qui soutient beaucoup la traversée des tourments. Alors, je rejoins tout à fait sur la dimension communautaire. La question que je me pose, c'est après, euh, euh, comment, comment transformer cette dimension communautaire qui a une réelle et qui a un réel soutien en après la transformation en une capacité à s'autonomiser. Oui, et puis si je peux étendre un peu plus la question, ça rejoint un peu la question de notre résilience collective dans la durée. On a très bien vu au début de la crise du Covid beaucoup de mouvements de solidarité spontanée, de voisinage, de soutenir les personnes âgées, tous les jeunes qui se sont mobilisés dans des associations au service des sans-abri, etc. Mais après, dans la durée, les études qui ont été faites montrent bien que ça ne tient que s'il y a à la fois une cohésion sociale et un sentiment d'équité et de justice. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que dans la durée, il y a 1 million de personnes de plus qui sont passées sous le seuil de pauvreté, dont une majorité de jeunes. On voit bien qu'il y a des enjeux là qui ne peuvent être régulés qu'au niveau politique, local, régional, national, européen, pour arriver à réduire les inégalités, remettre en scène les personnes les plus vulnérables et que notre résilience collective finalement ne se fera qu'au prix quand même de décisions économiques, sociales, politiques très importantes. Oui, lorsque tu fais référence justement à la question du soutien et de la cohésion sociale, la question que je me pose, c'est est-ce que cette cohésion sociale ne répond pas au même processus de résilience dans le sens où il me semble que pour que les liens tiennent, ça nécessite que, comment dirais-je, qu'il y ait un contexte défini, et que ce contexte, ça veut dire qu'il a une structure de temps et d'espace et qu'il n'est pas dans un temps et espace sans limite, et que une des caractéristiques de l'enfermement dans le monde traumatique, c'est que c'est un monde sans limite, ni espace ni temps, qui absorbe toutes les relations. Et donc, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas déjà un contexte qui soit structuré dans un limite de temps et d'espace et dans lequel puisse se construire une histoire commune dans lequel chacun à son niveau est en capacité de prendre des initiatives qui vont avoir du sens pour la construction commune. Absolument, c'est exactement l'idée du mouvement de la transition qui est très intéressant et qui se donne pour objectif de renforcer la résilience des collectivités locales sur un territoire bien défini, bien limité, un territoire auquel les habitants sont attachés, qu'ils ont envie de protéger, à l'intérieur duquel ils ont une motivation à créer des liens, des synergies, prendre en charge le bien commun, leur bien commun au sens de gestion des biens communs du point de vue vraiment écosystémique, voilà, l'eau, la préservation de l'environnement, mais aussi au sens de développer une activité économique qui soit un petit peu relocalisée, le fait d'avoir des monnaies locales comme ça qui stimulent les échanges locaux et qui
et qui font qu'il y a des liens directs entre les personnes qui produisent, les personnes qui consomment. Donc c'est un petit peu une vision de tout un socio-écosystème qui enrichit ces liens et qui a une motivation pour prendre soin les uns des autres parce qu'on est dans des relations, j'ai envie de dire, charnelles, vivantes, réelles, et pas face à des algorithmes ou des processus de décision qui se font à distance dans des assemblées générales d'actionnaires ou des choses comme ça. Alors, quand je t'entends parler, Emmanuel, pardonne-moi, je vais être un peu faire un peu de provocation, je me dis, mais est-ce que la résilience peut se décréter? Ou est-ce que c'est dans l'après-coup que je peux observer que le chemin et le mouvement dans lequel je suis, je vais l'appeler résilience? Elle peut jamais se décréter, elle est jamais garantie, mais elle peut se préparer. À l'échelon individuel, il y a vraiment tout ce travail de restauration d'un attachement sécure et gagné qui est très important, mais il y a aussi tout le travail de renforcement de nos ressources internes et de nos liens relationnels qui va soutenir notre résilience. À l'échelon familial aussi, la résilience se construit de par la qualité des liens, de par le temps qu'on consacre à partager des choses positives, à gérer les conflits de façon constructive, etc. Et c'est la même chose au niveau des collectivités locales. Ça se prépare. Euh, Oui, pardonne-moi, je vais te poser une question un peu. Lorsque tu dis ça se prépare, mais oui, mais c'est qui ce ça qui prépare et qui fait que ça se prépare? et Ce ben que je veux dire c'est par là, c'est est-ce que la question de la résilience peut venir du dedans ou est-ce que la résilience ne peut se mettre en mouvement qu'à partir du moment où il y a des rencontres avec des tiers qui, justement, euh, 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 sont dans un mouvement de vie? C'est-à-dire, est-ce que la résilience, quand je pose la question, c'est parce que si je reprends mon histoire, j'ai passé mon temps à essayer de, de mais ce n'est pas par hasard, un nombre de thérapeutes ont des histoires comme celle-là. Passer mon temps à essayer de vouloir changer les choses de l'intérieur, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que ça ne peut pas venir de l'intérieur, au niveau de la famille ou du groupe, mais que le chemin, il vient de moi. Et je me rends compte aujourd'hui dans mon histoire, si je recule, que les personnes qui sont invitées comme tuteurs de résilience étaient, j'allais dire, tout le temps des personnes qui se sont trouvées être en dehors, j'allais dire, de l'histoire dominante euh, qui justement normalise, entretient et cautionne l'existence du monde traumatique. Tu vois, et la question que je me pose aujourd'hui est justement, est-ce que le ou la thérapeute n'est pas valide que justement parce que à la fois il peut ou elle peut recevoir ce qui est de, 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 de l'histoire traumatique, de l'histoire de maltraitance, du monde traumatique, et en même temps parce qu'elle a l'expérience d'une autre histoire. Et c'est vraiment une question que je me pose. Oui, c'est sûr que un tuteur de résilience, c'est quelqu'un qui a quand même une sécurité de base suffisante pour être capable d'accompagner la personne blessée qui a souvent des réactivités émotionnelles fortes, sans être elle-même redéclenchée dans une sorte de jeu de ping-pong et d'hyperréactivité. Oui. Et à ce moment-là, la question est sur la résilience, sur ne pas être seul, est-ce que ça veut dire que les points d'appui viennent de personnes, de groupes qui sont capables d'avoir, si j'allais dire, un pied dedans, un pied dehors, et d'être en équilibre entre un pied dedans, un pied dehors, un pied avec et un pied décentré? Oui, alors ça, c'est vraiment une question
très intéressante qui est celle des ressources groupales quand c'est des groupes de personnes elles-mêmes en souffrance. C'est quelque chose qui a été pas mal travaillé dans la thérapie communautaire, notamment dans les favelas du Brésil. C'est quelque chose aussi, peut-être dont je peux dire deux mots, que j'ai partagé avec des personnes que je connaissais pas, dans une démarche qui s'appelle le rituel des 5 portes du deuil, qui a été développé par un psychothérapeute canadien, Francis Weller, à partir de son expérience d'accompagner les deuils. Et donc, tu as un groupe de personnes qui se rassemblent, qui portent différentes problématiques autour du deuil, que ce soit le deuil d'une personne aimée, que ce soit le deuil des parties de soi qui ont pas reçu d'amour, que ce soit le deuil de ce qu'on aurait pu attendre de liens communautaires qu'on n'a pas reçus, que ce soit des deuils liés à l'éco-anxiété aussi, à toutes les pertes environnementales qui nous atteignent. Et donc, on peut faire vraiment cette expérience d'un groupe de personnes qui vont chacune traverser une de ces portes du deuil avec une personne qui les accompagne et le groupe qui les réaccueille après, qui les réintroduit finalement dans un mouvement de vie, de célébration de la vie. Euh, donc, moi, je pense qu'on peut créer des contextes. Alors, il y a quand même toujours deux personnes, par exemple, qui sont un peu les garants, les animateurs du groupe, qui maintiennent le cadre, la structure. Mais c'est vrai qu'on peut trouver dans des groupes où beaucoup de personnes sont blessées, sont en souffrance, néanmoins beaucoup de soutien aussi et d'empathie, de résonance, de compréhension, parce que finalement on est tous des êtres blessés et chargés d'émotions et d'enjeux de résilience. Quand tu dis on est tous des êtres blessés, est-ce que tu veux dire par là que un humain qui traverserait sa vie sans être blessé, c'est une utopie? Bah oui. J'aime beaucoup la réflexion de Winnicott. Si on prend simplement le côté de l'éducation et du développement de l'enfant qui dit il y a deux choses terribles, c'est une mère maltraitante, mais une mère parfaite. Parce que, donc il donne comme ça, je ne me rappellerai pas par cœur toutes les raisons, mais il donne toutes les raisons pour lesquelles c'est terrible d'avoir une mère parfaite, parce qu'on peut jamais s'en séparer, on peut jamais trouver mieux ailleurs, on ne pourra jamais faire mieux qu'elle. Dès qu'on ressent de la colère contre elle, c'est hyper culpabilisant. Donc, il y a des psychologues évolutionnistes qui se sont même demandé pourquoi l'évolution n'a pas sélectionné des mères parfaites. Et en fait, leur hypothèse, c'est de dire, comme le petit humain va devoir se confronter à un monde de complexité relationnelle majeure, c'est très utile qu'au cours même de son évolution, il soit amené à traverser comme ça toute une série de désaccordages, de réaccordages avec des parents imparfaits qui vont lui apprendre petit à petit la complexité des relations humaines, la conflictualité, la résolution des conflits, la négociation, etc. Donc ça, c'est sans forcément parler de trauma, mais on traverse forcément des blessures dans notre chemin de croissance et de développement dans la famille, le milieu dans lequel on grandit. Et puis, ben, forcément, on traverse des épreuves au cours de notre vie. Est-ce que je peux dire alors que la question n'est pas les blessures, mais la question de ce que deviennent les blessures? Voilà, la question est toujours qu'est-ce que je fais de ce qui m'est arrivé? Et l'enjeu est vraiment de soutenir les capacités de résilience à tous les niveaux du système, aussi bien de la personne elle-même que aussi des systèmes familiaux, que des groupes sociaux et de
réfléchir même à un niveau politique, qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre socio-écosystème soit résilient face au risque de catastrophes, de pandémies, etc. Est-ce que tu peux développer lorsque tu dis sois résilient face au risque de catastrophe, de pandémie? Si tu veux, le GIEC qui aborde la question sous l'angle du climat décrit précisément l'espace de résilience de l'humanité sur la planète. Il explique que c'est un petit peu comme une couronne qui est mise sous pression d'une part par des pressions biophysiques, les modifications climatiques, les dérèglements climatiques, la perte de sols cultivables, l'effondrement de la biodiversité, etc. Et d'un autre côté, l'espace de résilience de l'humanité est mis sous pression par des facteurs humains, par la croissance démographique, par les conflits, par l'augmentation des inégalités, etc. Donc on a comme ça cet espace de résilience qui diminue progressivement et selon les décisions collectives qu'on prend, il va être plus ou moins vaste. L'IPBES, qui est le groupe d'experts intergouvernementaux sur la biodiversité, dit la même chose en prenant l'angle des pandémies et nous explique qu'on entre dans l'ère des pandémies qui ont toujours existé mais qui sont beaucoup plus fréquentes du fait de notre modèle de développement, de la déforestation, de la restriction des espaces pour les espèces sauvages, des élevages intensifs qui sont des bidons de culture pour la mutation des virus, du commerce des animaux sauvages. Donc, on a une manière de vivre collectivement qui fragilise notre résilience et il faut arriver à ce que toujours le GIEC appelle un changement de paradigme, c'est-à-dire un changement de représentation du monde, de représentation de nos valeurs, de qu'est-ce qui est souhaitable, sortir du conditionnement dans lequel on est par la publicité, de penser que le bonheur va être dans la consommation, l'accumulation de richesses. Et l'espoir qu'on peut avoir, c'est que la pandémie soit une espèce de choc suffisamment brutal pour permettre cette prise de conscience. Je ne sais pas si tu te rappelles le film de Al Gore, Une vérité qui dérange. Il expliquait notre difficulté à réaliser le problème du climat par une grenouille qu'on met dans une casserole d'eau qu'on chauffe petit à petit. Et comme la température augmente petit à petit, elle ne s'en rend pas compte et elle s'échappe pas de la casserole et elle finit bouillie. Je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais en tout cas, c'est la métaphore qu'il prenait. Et donc, il y a toujours cette espèce de hiatus quand même très troublant entre ce qu'on sait et ce dont on prend réellement conscience au point que ça change notre vision du monde et nos actions. Et donc là, on a l'effet de la pandémie qui peut être l'occasion d'une réalisation et d'une mobilisation plus grande. J'entends ce que tu dis, Emmanuel, et c'est là, si tu veux, où j'ai une difficulté avec l'utilisation du concept de résilience dans ce contexte-là. Ce que je veux dire par là, c'est dans ma représentation, je ne parlerai pas de résilience, mais je parlerai plutôt de maltraitance. Et que la résilience, pour moi, c'est ce que cela mobilisera dans la capacité à dire non en termes de prise de position à la dimension de maltraitance et à dire oui à une autre alternative, à une histoire alternative. Et comment dirais-je moi, ça me met en difficulté de percevoir le concept de résilience comme s'il était premier. Pour moi, la résilience, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'oscille entre résilience et croissance post-traumatique, car la résilience, elle va être dans ce qui va advenir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un certain nombre des événements, si on est dans un processus de déshumanilisation,
ce processus de déshumanisation, il se construit par les humains. Ce processus de déshumanisation qui se construit par les humains, pour moi, c'est l'expression d'un processus de maltraitance et de pseudo-sécurisation. Et donc, la résilience, pour moi, aujourd'hui, c'est quelle forme elle va prendre et qu'est-ce qui va devenir. Mais ça me met vraiment en difficulté d'utiliser le concept de résilience sur ce qui est là. Je dirais, si on parlait de la résilience au niveau de la planète, alors il faudrait parler de l'expression de la planète sur comment elle fait pour continuer à exister malgré la maltraitance des humains. Et pareil des humains avec les humains. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? Je ne sais pas. Pas complètement. Je vais essayer de le reformuler autrement. C'est vrai que là où la métaphore me paraît juste, c'est quand on considère un biotope un peu précis comme une zone humide ou comme une forêt primaire, puisque de même qu'un être humain, il y a un niveau de trauma qui permet qu'il y ait encore une récupération si après on le laisse tranquille, on lui apporte les ressources nécessaires. Et il y a un niveau de trauma pour un être humain comme pour un écosystème au-delà duquel il passe dans un état où la résilience est extrêmement peu probable. Donc c'est en ça que c'est des êtres vivants qui partagent certaines caractéristiques communes et on peut appliquer à ces deux systèmes le concept de résilience. J'entends ce que tu dis. Hein. En même temps, ça me met en difficulté dans le sens où si je reprends la métaphore d'Al Gore avec la grenouille n'est pas venue toute seule dans le chaudron. Hein. Et que justement, oui, à l'intérieur, elle n'est pas dans la résilience, elle est dans la survie. Et que pour qu'elle sorte de cette situation-là, ben, ça nécessite qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne la sortir de là où elle a été mise. Mais ce n'est pas elle, de sa propre initiative, qu'elle allait se mettre dans le chaudron. Et c'est toute la difficulté, pour moi, me semble-t-il, sur le concept de résilience. Est-ce que le concept de résilience, c'est la question, c'est la survie et l'adaptation jusqu'à ce que l'adaptation dépasse le seuil d'adaptation? À ce moment-là, on est sur le processus de décomposition, de destruction et la mort. Ou est-ce que la résilience, c'est la capacité la résilience, ça va être de comment prendre appui et comment prendre appui, et c'est plus que prendre appui, c'est comment pour prendre appui recevoir de l'appui et recevoir les appuis nécessaires. Si je reprends la grenouille, quels vont être les appuis nécessaires que va recevoir la grenouille pour qu'elle sorte du chaudron dans lequel elle a été mise, pas de sa propre initiative. Et ça, pour moi, c'est vraiment une question centrale. C'est qu'il faut une autre intention que la sienne pour activer le processus de résilience, parce que si on lie la résilience au trauma, le trauma est, et tu sais aussi bien que moi que les traumas les plus graves ne sont pas les traumas naturels, mais les traumas humains, et que même dans les traumas naturels, si je me souviens de la catastrophe en Thaïlande, aux îles Phi Phi du raz-de-marée, il suffisait de voir où étaient faites les constructions. Les autochtones, ils savaient très bien qu'il ne fallait pas construire là. Donc la catastrophe n'est pas liée qu'au raz-de-marée, elle est liée aussi aux constructions et à l'entassement lié à ces constructions qui ont été, eux, réalisées par des humains. Et de toute mon expérience, je pense que le degré de gravité du trauma est en lien avec ce que l'humain peut initier de maltraitance à l'égard
de son environnement et de son entourage. Sauf, et ça me semble important parce que, je veux dire, c'est rarement la personne qui a choisi de se mettre dans un monde traumatique. Et donc, et que la question centrale, et je la vois bien en thérapie, c'est pas l'intention de vouloir prendre appui, c'est en voulant de vouloir prendre appui, oui, mais c'est surtout de pouvoir recevoir l'appui de l'extérieur qui va permettre le mouvement. Voilà, je parle de mon point de vue, mais ça me semble être une question centrale parce que sinon on risque de retourner justement dans ce qu'a dénoncé, ça y est, j'ai perdu son nom, je dois l'avoir quelque part, aujourd'hui, comment il s'appelle, bon, dans l'idée que la résilience pourrait être une instrumentalisation du consentement, tu comprends? Oui, mais si tu te places dans la perspective de notre socio-écosystème planétaire, Oui, on n'a pas d'extraterrestres sur lesquels prendre appui. Donc notre seule solution, c'est de prendre appui les uns sur les autres et aussi sur les liens qu'on a avec les autres êtres vivants dont on a besoin pour survivre. mais tu as proposé des extraterrestres tout à l'heure avec l'animal ou la nature. Je suis surpris, par exemple, aujourd'hui, du nombre de gens qui rejouent le lien humain à travers l'animal. Et aujourd'hui, regarde à travers la nature, hein, la sylvothérapie, la thérapie de la forêt, hein, comme si l'étranger, c'est celui qu'on a mis à l'extérieur, mais qui n'empêche était là. Oui, oui, tout à fait. Moi, j'aime bien le travail de Joanna Macy, qui est une éco-psychologue qui travaille sur ces questions de pouvoir combiner prise de conscience, dépassement de l'éco-anxiété et engagement dans un espoir actif, qui s'appelle le travail qui relie, hein. Et ça dit bien son nom, c'est-à-dire c'est l'idée de s'appuyer sur les liens avec d'autres personnes humaines, mais aussi sur nos liens avec tous les autres êtres vivants Tout à fait. pour trouver des ressources de mobilisation. Oui, ça je partage. Bien. Vas-y Eric, et puis parce que cette thématique, oui, pour Juste, arriver, je qu'on puisse répondre à partage, quelques questions aussi. Simplement en y ajoutant cette question centrale et qui rend ô combien les choses difficiles, c'est la capacité à recevoir, parce que dans le monde traumatique, c'est justement la capacité à recevoir qui est altérée, puisque la réception a été sur la maltraitance. Or, c'est là où est la problématique, puisque pour réactiver le processus de résilience, ça nécessite de remobiliser la capacité à recevoir, c'est-à-dire à faire confiance dans la capacité à recevoir des liens, à être nourri de liens qui vont aller dans le sens justement du mouvement de la vie. Et c'est bien là où est la question. Et où, me semble-t-il, si je suis dans l'idée d'être dans l'appropriation des liens à ce moment-là, je suis dans la suradaptation, me semble-t-il, dans le monde traumatique et non pas dans le processus de résilience. Très bien. Oui, vas-y Emmanuel, et puis ensuite je vous propose qu'on puisse répondre à quelques questions. Oui, et c'est vrai que pour les personnes qui viennent d'une histoire d'attachement traumatique, c'est souvent plus facile de recevoir des liens d'un groupe, de plusieurs personnes, de connexions plus vastes que des relations trop focalisées sur lesquelles du coup l'enjeu et l'angoisse de la répétition de la maltraitance seront trop fortes, hein. Et oui, et là, pourtant la sécurisation, c'est la permanence du lien. Bien, Emmanuel, Eric, merci beaucoup. On voit bien, encore une fois, que de toute façon, la résilience est quelque chose qui suscite toujours beaucoup d'intérêt et de questionnement, comme on le disait au début. Alors, bon, il y a quelques questions voilà, que moi, j'aimerais vous poser. Des réponses qui, somme toute, ne méritent qu'à, bien sûr, à être peut-être encore plus développées. Alors, mais je vous demanderai de pouvoir
y répondent assez succinctement pour qu'on puisse laisser place à plusieurs questions. Tout simplement, par exemple, la question de la résilience, alors peut-être que ça a été dit d'une certaine manière, mais finalement, alors on est sur, c'est quoi, c'est une capacité à faire face, une stratégie ou on s'oriente plus vers une question vers un processus de résilience de votre point de vue? Pour moi, c'est vraiment un processus qui peut se préparer et qui se joue après de façon systémique dans des liens qui viennent nous soutenir. Très bien. Oui. Je partage Oui. avec toi, Emmanuel, sur la résilience comme processus. Je serais plus réservé sur la question de se préparer. Je crois que c'est plutôt ce que la vie invite comme rencontre qui va permettre de rentrer peut-être dans un deuxième temps dans la préparation, mais que les rencontres, je ne suis pas sûr qu'on peut si facilement que ça les décréter d'avance. Mais ouais. Est-ce que, enfin, une question qui me vient là, mais finalement, peut-être qu'il y a des choses sur ce sujet d'ailleurs, mais est-ce qu'on peut imaginer, considérer que la résilience est finalement quelque chose d'universel? Quand je dis universel, j'essaie d'être un petit peu plus clair, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer que la résilience peut prendre différentes formes et quand je dis différentes formes, c'est-à-dire qu'elle est fortement influencée par le contexte social dans lequel on évolue. Donc, il y aurait des différences culturelles qui fait que la résilience peut prendre des formes différentes, je ne sais pas, d'un endroit ou l'autre de la planète. Je pense qu'il y a des ressources spécifiques et différentes selon les cultures. Il y a des invariants qui sont forts, comme le système de l'attachement et la sécurité de base de ce système. Mais après, c'est sûr que tous les individus et toutes les sociétés ont, d'une certaine façon, été exposés à la sélection naturelle et leur résilience a été mise à l'épreuve au fil des générations. Donc, les propriétés de résilience sont assez universelles. Et le rôle des cultures et des sociétés, on pourrait dire qu'un des rôles principaux est de soutenir ces processus de résilience des individus. Très bien. Eric, est-ce que tu veux réagir à cette question ou non, c'est OK? Ou j'ajouterais peut-être deux petites choses. La première, dont on n'a pas parlé, mais qui est dans les invariants, qui est la posture d'autorité qui me semble être une autorité symbolique capable d'accompagner, soutenir et faire avec, et qui amène à la question aussi de la dimension du tiers spirituel, puisque la dimension de la spiritualité se pose et la question du sens de la vie se pose quand, à un moment ou à un autre, quand les gens vont s'engager dans des histoires alternatives en dehors de l'histoire traumatique dominante. La deuxième chose aussi, c'est qu'on peut se dire si la résilience, est-ce que c'est pas au niveau du lien, le processus naturel de guérison, c'est-à-dire la reconstitution de la matrice des liens et des interconnexions, et que ce qui ferait le trauma, c'est à ce moment-là tout ce qui vient faire obstacle à cette reconstruction, à cette capacité d'auto-guérison naturelle de la trame relationnelle. Voilà ce que je pourrais dire. Est-ce que dans ce que tu dis, Eric, est-ce qu'on doit comprendre que le vivant, je ne sais pas si c'est bien exprimé comme ça, mais le vivant est par définition, enfin, je vais dire, le vivant est résilient ou il y a de la résilience dans le vivant? Ce que je veux dire, je rejoins, puisque
Emmanuel t'a cité Daniel Stern, il a très bien montré que la confiance dans l'accordage, c'est pas d'être accordé tout le temps, c'est la capacité à se réaccorder quand on est désaccordé. C'est-à-dire que le processus du vivant est sans arrêt un jeu d'accordage, désaccordage, réaccordage. Mais c'est un peu comme les images d'un film en continu, ça donne une impression d'accordage en continu qui fait qu'on va prendre confiance dans la permanence de cet accordage. Mais en fait, le jeu, c'est accordage, désaccordage, réaccordage, c'est un rythme. Et peut-être que justement, la résilience, c'est justement que ce jeu puisse être présent et que quand il y a des événements, des histoires qui sont venus altérer ce mouvement d'accordage, désaccordage, réaccordage, eh bien, tout le travail consiste à comment permettre que se remette en place ce jeu d'accordage, désaccordage, réaccordage qui amène à la permanence de l'accordage, la permanence du lien et la confiance dans la relation humaine comme coopérative et soutenante. Voilà, c'est comme ça. La résilience, enfin l'idée, le concept de résilience est tellement présent aujourd'hui dans notre monde et utilisé pour plein de raisons, dans plein de contextes différents. Y a-t-il pas parfois une tendance à une espèce d'injonction à soyez résilient? Oui, c'est un petit peu le risque que dénonçait Eric au début, de faire peser la responsabilité sur les individus sans questionner les systèmes sociaux qui peuvent les mettre en difficulté. Un exemple tout simple, hein, la commission des 1000 premiers jours publiée par Cyrulnik a fait des travaux très intéressants qui soulignaient que le premier besoin d'un enfant par rapport à ses parents et ses figures d'attachement, c'est le besoin de temps. Et donc, quand on est dans un système où la course à la productivité fait que la pression professionnelle sur les jeunes parents fait qu'ils ont de moins en moins de temps pour leur enfant, c'est vraiment pervers de leur dire soyez résilients, prenez plus de temps pour les enfants, ayez un couple stable et sécure, alors qu'ils sont mis sous stress par ailleurs, quoi. Je rejoins tout à fait ce que tu as dit, Emmanuel, et c'est OK. Ce qui ressort beaucoup de vos propos lorsque vous évoquiez en particulier les situations de patients que vous avez été amenés à accompagner, je crois que c'est le bon terme, c'est que de la part du thérapeute, je ne sais pas comment, la capacité d'être, le fait d'être authentique chez le thérapeute, faire preuve d'authenticité chez le thérapeute est véritablement un levier, un vecteur important pour accompagner le patient dans ce processus de résilience. Ça ressortait beaucoup dans vos propos et je ne sais pas si vous partagez ça. Je suppose que oui. Ben oui, en ce qui me concerne complètement, et je dirais même plus précisément que pour moi, la pratique de l'EMDR avec des patients traumatisés m'a fait vraiment grandir dans cette dimension-là. Parce qu'on est dans une relation engagée, dans une relation de partage émotionnel, où on est attentif à ce qui se passe dans le corps. Alors il y a ce tiers du cadre et de la méthode thérapeutique qui apporte une sécurité dans ce rapprochement. Mais moi, je trouve que c'est un métier magnifique au sens de nous faire aussi grandir dans notre authenticité, profondeur d'humanité personnelle en tant que thérapeute. C'est intéressant que tu puisses dire ça parce que je pense que vraiment on peut faire des ponts. C'est véritablement ce que l'on retrouve également dans l'approche de la thérapie du lien et des mondes relationnels qu'a développé Eric. J'ajouterais que je dirais simplement que là encore,
la question de l'authenticité, je ne parlerai pas de l'authenticité, je parlerai de pouvoir entrer dans une rencontre authentique. C'est la rencontre qui crée l'authenticité. C'est comme la résilience, si on en fait une identité que je décrète, je suis résilient comme je suis authentique, eh ben c'est tout sauf de l'authenticité. C'est de pouvoir rentrer dans la rencontre et que ce qui va faire d'accueillir cette authenticité, de cette rencontre authentique, c'est d'être dans l'acceptation inconditionnelle des effets en retour chez soi, de ce partage d'expériences de vie humaine. Et c'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, la rencontre authentique amène non pas sur l'interprétation dans le sens du parler sûr, mais sur le témoignage. C'est-à-dire, je peux témoigner de, 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 de ce vécu partagé et de comment il m'a touché. J'ai encore recité Stern, si tu permets, Emmanuel. Stern, il a montré qu'une rencontre authentique, ça peut être, c'est très court, hein, c'est 3 secondes à 30 secondes en transe, c'est-à-dire c'est extrêmement bref. Et l'autre aspect aussi, c'est que la question de témoignage, et c'est ça qui est important, c'est que ça inscrit à ce moment-là dans le dialogue, c'est-à-dire que ça construit à ce moment-là, à travers le langage, une histoire commune. Et que cette histoire commune va rester en mémoire de manière très intense. Je ne sais pas si ça peut amener existe. même ça peut amener même à des expériences fondatrices ou refondatrices. Je ne sais pas si ça existe, mais on pourrait peut-être parler de nous narratif. Oui, c'est un nous narratif. Oui. Ouais. Dans l'idée que le nous narratif n'est pas à nous de parler sur. C'est un nous qui engage le partage dans l'expérience corporelle, comme l'a bien dit Emmanuel. Et ça a été flagrant, là, ce que tu relayais, on l'a bien très largement perçu à travers vos expériences cliniques, hein, cette nécessité, et que les choses ne se décrètent pas de soi ou en soi, mais c'est de par la rencontre que le processus de résilience peut se mettre en mouvement. Voilà. Oui, je partage volontiers, je partage volontiers cette idée que c'est de la rencontre que le processus de résilience va se mettre en mouvement. Oui, tout à fait, c'est très juste. D'accord, très bien. Peut-être nous allons, là, d'ici 1 minute, pour être respectueux des horaires, s'arrêter pour ce soir. Écoutez, si peut-être dire un petit mot ou un dernier mot pour terminer, Eric, Emmanuel, ou Emmanuel, Eric, peu importe. Je vous laisse la parole. Tu veux que je commence, Emmanuel, et puis tu concluras comme tu veux. D'accord, vas-y. Écoute, Emmanuel, j'ai été très content d'avoir cet échange avec toi. Je suis très content d'entendre aussi que ta pratique de l'EMDR t'amène à contacter comme thérapeute l'humain que tu es, car comment dirais-je moi, car je dirais au-delà même des thérapeutes, si je parle de la question des soignants, le travail avec les mondes traumatiques nous montre que la relation humaine contient une dimension curative indiscutable et que évidemment, toute la question, c'est que la mise en mouvement, elle ne peut pas se prédécréter. Sinon, qu'est-ce que ce serait facile et qu'est-ce que ce serait bien? Donc, merci pour cet échange, merci pour ce dialogue qui a été, de mon point de vue, très enrichissant. Voilà, je te passe la parole. Merci beaucoup de cette invitation, et puis merci à tous et à toutes de votre attention.
Voilà, donc moi je vous encourage à explorer cet aspect systémique de la résilience qui me paraît vraiment un enjeu majeur d'aujourd'hui. Voilà, merci à tous. Merci à Nous vous vous tous et rappelons, toutes. voilà, juste vous rappeler que maintenant, nous allons passer l'été et nous nous retrouverons pour le prochain webinaire qui aura lieu maintenant le 16 septembre. Voilà, merci et à bientôt. Au revoir, Emmanuel. Au revoir. Au revoir. À un prochain webinaire. Bonne soirée et bonnes vacances.